Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler de Ford qui intègre des déchets d'olivier dans ses véhicules. On va parler aussi d'une marque qui s'appelle The Verge qui va intégrer l'intelligence artificielle dans sa dernière moto électrique. Faut voir ça, c'est assez un truc de fou. Et Ikea qui se prépare à nous proposer toute une gamme de capteurs pour notre maison. Allez, on regarde ça tout de suite dans cet épisode de Mes Bricolos. À tout de suite en couleur. En couleur et en musique, salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 21 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, comme à chaque fois, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. J'ai de l'énergie aujourd'hui là. De vous retrouver c'est notre petit rituel hebdomadaire, hein. On se retrouve, c'est ça le principe, c'est qu'on se retrouve chaque semaine, chaque mercredi à 17h GMT. Je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos et justement dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, dialoguer, échanger, commenter les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. Je vous explique rapidement comment ça se passe. Chaque début de semaine, quand j'arrive dans mon studio de design, je regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde de la création et de l'innovation sur les différents sites internet que je consulte. Et puis après, j'en sélectionne certains qui me plaisent et puis je me dis, bah voilà, c'est le moment de vous en parler. Alors des fois, dans les épisodes précédents, il y avait des actualités qui étaient tellement importantes que le sujet principal était une actualité, comme on a parlé par exemple du CES la semaine dernière dans l'épisode de Mes Bricolos. Cette fois-ci, en fait, finalement, depuis un an et demi, c'est la première fois où finalement, bon, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même des petits trucs sympathiques où je me dis, ça vaut le coup de vous en parler parce que ça fait référence en plus à des anciens épisodes de Mes Bricolos. Et c'est ça qui est intéressant. Alors les gars, si vous n'êtes pas abonnés à ces bricolos, à ces épisodes de Mes Bricolos, parce qu'on est vraiment dans la logique de la petite discussion sympa où on se retrouve un petit peu autour d'un verre de thé à la menthe, corne de gazelle, tu vois, on est bien, on est posé, on discute ensemble, hein, c'est vraiment le principe. Moi, je ne suis pas journaliste, hein, c'est comme si vous étiez avec votre pote et qu'on était en train de discuter un peu de ce qui se passait dans le monde de la création et de l'innovation. Alors abonnez-vous, les gars, abonnez-vous, rejoignez le crew et le groupe des bricologistes, aussi appelés les bricologues. Alors c'est le moment de vous abonner. Bon, alors on va commencer tout de suite cet épisode de Mes Bricolos, parce que vous venez de vous abonner. Donc là maintenant on peut commencer, on est prêt à parler de tout ça. Alors je suis tombé sur cet article de Design Boom, donc on a un super paysage, on pourrait croire que c'est au Maroc, c'est certainement en Espagne, après je sais pas exactement où c'est. Dans le sud espagnol. Mais en tout cas, on voit ce champ d'olivier. Et donc, voilà, c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est un paysage que j'adore. Et on voit ce champ d'olivier. Et justement, on arrive sur le titre de cet article qui explique que Ford certaines parties du véhicule sont fabriquées avec des déchets d'olivier. Alors, attention, hein, je ne vous parle pas d'un tableau de bord en bois d'olivier. Non, ça non, parce que c'est pas forcément écologique. Attention, on va couper des arbres. Non, là, le principe, c'est que forcément, quand on fait de l'huile d'olive et qu'on cultive cette olive, il y a des déchets, on doit tailler les oliviers, on doit les entretenir, on doit etc. Donc, et puis après, il y a tous les déchets une fois qu'on a pressé les olives. Donc, on récupère tous ces déchets et puis on en fait un matériau composite. Alors là, c'est le moment où je m'arrête et je vous dis les gars, je vous avais fait un épisode là-dessus, c'est l'épisode numéro 29 de la saison 3 où j'explique dans cet épisode de Mes Bricolos qu'est-ce que c'est qu'un matériau composite. Alors je vous conseille d'aller, je le mettrai à la fin de cet épisode, comme ça vous aurez juste à cliquer et à continuer à regarder si vous voulez, ou sinon vous faites une pause dans cette vidéo et puis vous allez voir qu'est-ce que c'est qu'un matériau composite. Donc là on est typiquement dans un matériau composite à particules, ce qu'on appelle des matériaux composites à particules, dans lequel on a le renfort qui donc sont ces particules, ces déchets de matière organique, donc d'olivier, et on a la matrice qui, elle, il explique dans leur texte, voilà, c'est du polypropylène, c'est du polypro, donc c'est un plastique, hein, c'est vraiment, là on est sur un thermoplastique, donc c'est vraiment à base de pétrole, hein, le polypropylène, c'est vraiment du plastoc, hein, c'est rien de... Et voilà, ils disent qu'on est à peu près à 40% de fibres. Alors je doute
coûte un peu, mais c'est possible, et 60% de polypropylène recyclé. Alors, j'aime bien le fait qu'il rajoute recyclé, parce que, alors c'est vrai, c'est un thermoplastique, donc techniquement, c'est un plastique qui est recyclable, hein, ça, il n'y a pas de problème, on peut le réutiliser, on a toujours une perte à chaque fois qu'on recycle ce plastique, mais c'est un plastique qui se recycle très très bien, le Polypro, on le retrouve un petit peu partout. Et donc, c'est à peu près, on a 60% de polypropylène, ce qui est très important parce que c'est cette matrice qui permet de faire le lien, et c'est cette matrice qui permet aussi de créer ce type de pouvoir injecter cette matière. Parce que si on était juste avec des déchets de matière organique, ce serait impossible à injecter. Et si on rajoute une espèce de résine organique, donc d'une matrice organique, ce serait très difficile à injecter. Alors, il faut savoir que quand on injecte justement un matériau composite à particules comme celui-là, dans lequel on a des matériaux, enfin on a des particules organiques, donc là on explique que c'est des déchets d'olivier. C'est hyper corrosif pour la machine. Les machines d'injection qui coûtent une fortune comme ça, il faut bien comprendre, hein, c'est-à-dire que voilà, on a la machine d'injection qui est derrière, donc là ce sont des presses, hein. Ce que vous voyez derrière, c'est vraiment une machine d'injection. Vous avez le moule qui est ici, et pour imprimer cette partie, ce petit objet, t'imagines, il faut tout ce machin derrière là. Il faut cette espèce de bus derrière pour imprimer ce petit objet. D'ailleurs, leur vidéo est assez bien faite, hein, je vous conseille d'aller la voir. Je ne vais pas l'activer parce que je n'ai pas envie de me faire bloquer par YouTube, mais je vous conseille d'aller la voir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit exactement comment c'est fait, mais il faut aussi savoir que ce genre de plastique, avec 60% de polypropylène, bon, pourquoi pas, mais ça explose les machines d'injection parce que cette particule, donc ce renfort qui est envoyé, a tendance, lorsqu'il est injecté, à poncer les bords des éjecteurs et donc à les flinguer assez rapidement. Donc c'est pour ça que les mecs, quand ils bossent dans des usines et que tu arrives avec ton matériau en disant « Ouais, mais moi j'ai un super matériau à base de marc à café, à base de machin et de trucs », les mecs ils te disent « Mais j'ai même pas envie de la mettre dans ma machine parce que ça peut bloquer la machine. » Ça va abîmer les injecteurs, ça va abîmer ci, ça va abîmer ça. Donc c'est compliqué. Donc là, vous commencez à comprendre les limites. Alors là, ce qui est intéressant de regarder, parce qu'on a l'objet qui a été injecté, c'est que on voit les carottes d'injection. Alors ça, c'est rigolo parce que on les voit assez rarement. La carotte d'injection, c'est de là que la matière est poussée et après répartie à l'intérieur du moule. Et ça, généralement, on le sectionne, on le coupe. Et vous avez toujours ce petit point qui permet de savoir où la matière a été injectée. Quand vous regardez une bouteille en plastique ou n'importe quoi, vous avez toujours ce petit point qui permet de spécifier l'endroit où la matière est injectée. C'est très intéressant à comprendre, c'était très intéressant à connaître. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc là, voilà, on a ce travail de matériaux composites. Alors pour moi, typiquement, on est complètement dans un projet de greenwashing. C'est de la com, ça n'a absolument aucun intérêt parce que je vous explique, c'est pas que ça n'a pas un intérêt, mais c'est de la communication pure et dure. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on a un olivier, parler des olives et parler de l'olivier, ça fait appel à nous, à quelque chose de noble, de beau, d'éternel. Enfin, il y a vraiment une image qui est très, très rassurante quand on parle d'un olivier. C'est vraiment quelque chose qui nous touche. Donc c'est vrai que récupérer de la matière organique, c'est-à-dire les déchets des oliviers, déjà tu te dis « Ah, mais ma voiture, elle est faite à base de déchets d'olivier. » Donc il y a une espèce de... Il y a tout un storytelling qui est très intéressant, qui est très beau. Mais alors je vous explique. Pour faire ce matériau composite, c'est-à-dire on doit faire passer les déchets de ces oliviers dans des machines qui viennent en faire une espèce de poudre très fine. On ne peut pas avoir, on voit un peu le granulé, mais il faut quand même le faire assez fin. Donc il faut broyer, il faut préparer, il faut le mettre avec, faut créer ce matériau composite avec cette matrice qui est le polypropylène. Donc il y a tout un travail de transformation, de mise en place, de préparation, etc. pour en fait finalement arriver à cet objet-là. Et à la fin du procédé et de la mise en place de ce matériau, tu te dis qu'au final, si ces matières organiques que tu as récupérées
quand tu as taillé tes oliviers, que tu as récupéré ces matières organiques, finalement, au lieu de faire tout ce travail de transformation qui consomme énormément d'énergie, t'en fais un compost. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent pour la planète et sur le plan écologique. T'en fais un compost que tu remets même au pied des oliviers. C'est-à-dire souvent on te dit que les chutes, moi j'ai des oliviers dans mon jardin, les chutes de ta taille d'olivier, tu les prends, tu les mets au pied des oliviers, ça permet de garder l'humidité au niveau des pieds et donc de garantir une meilleure hydratation des racines si tu veux. C'est-à-dire, il y a toute une logique, mais de là à dire... T'imagines tout ce travail de transformation où tu vas récupérer les déchets, tu vas les broyer, après les faire passer dans des machines pour faire des granulés dans lesquels tu vas marier le polypro. En fait, tout ce processus devient moins écologique que si tu injectais du polypropylène pur et dur à 100%. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Donc on est typiquement dans un projet de greenwashing, c'est-à-dire l'idée complètement si vous voulez, d'arriver avec un beau discours pour dire regardez, nous, nos véhicules, pour raconter une histoire, mais sur le plan écologique, ça n'a pas d'intérêt et voilà. Et malheureusement, il y a plein de matériaux qui sont comme ça. Ça ne veut pas dire que ce travail d'expérimentation n'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire que ça peut permettre d'avoir une réflexion plus globale. J'en sais rien. Mais là, en l'occurrence, par rapport à toutes les contraintes, c'est pour ça que je dis que c'est souvent complexe et j'en ai parlé dans cet épisode numéro 29 de la saison 3, j'ai parlé de ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des effets d'annonce aujourd'hui, on vit une période, une époque où ce n'est que des effets d'annonce et puis on se tient dessus et on dit regarde, non... Bon, si tu as dans ta voiture électrique, pour jouer le côté écologique, on t'a mis du plastique injecté à base de déchets d'olivier, si jamais ta batterie se fout à brûler, tu seras assaisonné à l'huile d'olive. Voilà. Si tu veux être un peu cynique et si tu veux faire un peu de sarcasme, voilà ce qui va se passer. Mais sinon, c'est tout, quoi. Bon, tout ça, je rigole là-dessus, mais en fait, c'est vraiment un sujet qui est passionnant. Et qui montre un petit peu le fait que si on voit, et c'est ce que je reproche à Design Boom ou à ce genre de site internet, c'est que si on transmet l'information comme ça brute, on se dit tiens, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est peut-être écologique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets, etc. Mais quand on est un professionnel du métier, qu'on commence un petit peu à creuser, c'est souvent beaucoup plus complexe que ça. Et quand j'avais fait cet épisode qui a super bien marché, je suis à 3000 vues, là, plus de 3000 vues sur les voitures électriques, en plus c'est un épisode qui est pas très vieux, ça s'est déchaîné dans les commentaires parce que justement j'ai expliqué un petit peu tout ça, et je faisais pas une critique spécifique de la voiture électrique, je faisais une critique du fait qu'on impose le véhicule électrique pour 2035 et que c'est complètement contre-productif. C'est-à-dire que la voiture électrique est une alternative intéressante, mais elle doit participer, elle doit s'intégrer de façon logique. Faire de longues distances avec une voiture électrique, ça n'a pas de sens. Par contre, prendre une voiture thermique pour faire des trajets courts en ville n'a pas de sens non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire il faut arriver à comprendre les usages, à comprendre les différentes... Où sont qu'est-ce qui fait qu'une technologie, un procédé, un matériau est plus intéressant dans un sens ou dans l'autre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours pour telle ou telle utilisation. Et là, en l'occurrence, moi, je reste convaincu que se servir des matières organiques, des oliviers comme compost, utilise moins d'énergie, est plus pertinente et plus efficace écologiquement que d'essayer de le faire injecter avec du polypropylène pour dire que ta voiture a des déchets organiques à base d'olive, de bois d'olivier et de déchets d'olivier. Voilà. À côté de ça, justement, alors là, on change complètement, on est toujours dans le transport et le design transport, il y a Verge, mais ça c'est intéressant parce que dans un épisode précédent de mes bricolos, là, le 19, où je parlais de comment l'intelligence artificielle va être incarnée, je disais voilà, en 2024, c'était aussi un pronostic que j'avais fait dans l'épisode numéro 18 de la saison 4, je vous avais dit, vous allez voir, 2024 va être, quel est l'objet, quel est le produit, quel est le hardware qui va incarner l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on se pose la question. Et là, voilà, encore, c'était le 16 2024. Alors aujourd'hui, on est le 17, donc c'est un article d'hier. Verge qui sort un véhicule
véhicule électrique. Alors là, par contre, enfin moi j'aime bien en termes de design, je trouve ça assez intéressant. On est vraiment sur des lignes assez acérées. Et ce qui est intéressant, c'est que eux ils disent, ben voilà, la moto est une pratique de plaisir et de sensation aussi. Au-delà d'être simplement un véhicule qui nous permet de nous déplacer, on est aussi sur un objet qui procure des sensations et des émotions. Et on va utiliser, donc on voit très bien dans le style, dans le design de style, on est complètement là-dedans, on est complètement dans ce champ lexical-là, dans cette esthétique de l'objet qui donne le côté de la performance, de la vitesse, du plaisir, etc. Alors on retrouve le code couleur de l'électrique. Bon, ça, c'est toujours la même chose. On est toujours sur un espèce de bleu-vert, vert bleuté, avec peut-être des fois une petite touche de jaune, mais on est toujours dans cette gamme chromatique. Mais je trouve que l'objet est assez beau, assez intéressant, bien dessiné. Typiquement, on voit très bien qu'on est sur une moto, il y a un côté assez moderne. Mais cette moto électrique, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle intègre l'intelligence artificielle, parce que cette moto est bardée de capteurs. Et aujourd'hui, évidemment, et si vous allez le voir dans un article que je vous ai sélectionné juste après, on est vraiment sur de plus en plus intégrer des capteurs. Et on va l'être de plus en plus, intégrer des capteurs sur tous les objets qu'on utilise au quotidien, parce que en ayant des capteurs, on a des données, et ces données, plus on a de données, plus l'intelligence artificielle permet de traiter les données et de vous donner des réponses précises et spécifiques. Donc là, on est dans une moto électrique dans laquelle on veut jouer le côté la sensation, l'expérience, l'émotion, la vitesse, voilà, etc. Donc c'est vraiment un peu l'adrénaline. Et on va utiliser les capteurs au service de cette intelligence artificielle qui va vous permettre de pouvoir vivre vos émotions avec sécurité, c'est-à-dire qu'elle va comprendre à travers les différents capteurs votre façon de piloter, votre façon d'appréhender les différents terrains. Elle va aussi comprendre son environnement, que ce soit les véhicules bien évidemment qui sont à proximité, mais aussi le terrain, la zone sur laquelle elle se déplace, la température extérieure, le climat, la météo, etc. Et elle va permettre de vous donner des informations très précises sur la conduite et de vous accompagner au niveau de votre pilotage pour vous garantir un maximum de sécurité. Elle est même capable de pouvoir ajuster le moteur, donc la puissance du moteur, la répartition de la puissance du moteur, pour, en fonction de son environnement, toujours vous garantir la meilleure des adhérences. Alors vous me dites, il n'y a rien de nouveau, sauf que cette moto est tellement bardée de capteurs qu'elle est capable, si vous voulez, de vous proposer une expérience vraiment unique et très sécurisante, avec toute cette évolution et on va dire ce développement de l'intelligence artificielle sur ces dernières années, cette évolution de l'intelligence artificielle sur ces dernières années. Alors, la question, si on veut avoir un regard critique que Design Milk n'a pas fait, il n'y a que Core77, ce site internet qui est vraiment toujours très intéressant, parce qu'ils ont toujours un regard critique par rapport aux projets sincères et honnêtes, par rapport aux projets qui sont présentés. Si on fait un regard critique, c'est que, évidemment, à partir du moment où tu as l'intelligence artificielle qui se met au service de ta conduite, c'est très intéressant parce qu'elle peut avoir des données, elle peut visualiser des choses et elle peut comprendre des choses que toi, tu n'as pas, que tu ne comprends pas, que tu ne peux pas visualiser. Le ressenti, ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui va te le donner. Et le ressenti du terrain, tu vois, en tant que motard, je veux dire, il y a quand même, avec l'expérience, moi je suis pas motard, mais en ayant des amis qui le sont, c'est souvent une discussion qu'on a. C'est-à-dire, ils ont un ressenti du terrain qui est très particulier. Donc là, ce ressenti, cette intelligence artificielle ne l'a pas, mais elle peut compléter avec des informations. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que elle peut faire totalement l'inverse. C'est-à-dire que si demain, l'intelligence artificielle, pour X ou Y raison, par exemple un piratage du véhicule, parce qu'il faut être connecté, forcément, et il explique, c'est un véhicule qui est hyper connecté sur Internet aussi, elle possède tous les éléments de connexion qui lui permettent de se connecter à l'extérieur. Mais si demain cette moto est piratée et que l'intelligence artificielle a un contrôle assez important sur le véhicule, elle peut à la fois te sauver la vie dans des cas précis, mais si elle est piratée, ça peut avoir un effet inverse.
Et c'est aussi la question qu'il faut se poser quand on parle de Ikea qui intègre de plus en plus cette idée de technologie. On l'avait vu, hein, ils avaient fait un partenariat avec Sonos, ils avaient intégré ils avaient commencé à développer des enceintes, si tu veux, qui sont intelligentes, qui fonctionnent en réseau, etc. Donc on sait qu'ils intègrent des ampoules qui peuvent se régler, si tu veux, à travers une application. Donc ces 5 dernières années, vraiment, ce que je trouve, c'est que Ikea va de plus en plus vers l'intégration de cette technologie, de technologie assez pointue dans la proposition de leur gamme, en fait, si tu veux, c'est-à-dire dans l'intégration des produits qu'ils proposent. Donc on n'est pas simplement sur du mobilier de bonne qualité, parce que ça reste des produits de bonne qualité Ikea, de bonne qualité, mais aussi avec un rapport qualité-prix qui sont abordables, si tu veux, qui sont intéressants, mais ils vont de plus en plus vers l'intégration de ces nouvelles technologies. Et là, ils ont développé toute une gamme de capteurs qui permet donc des capteurs de mouvement, des capteurs alors, j'ai perdu le nom là. C'est ce capteur-là que tu mets à côté de ta machine à laver. C'est un capteur qui permet de voir s'il y a une fuite d'eau. Donc, s'il est en contact avec l'eau, il va émettre un signal. Donc, en fait, ils sont en train de développer toute une gamme de capteurs qui permettraient, donc température, mouvement, eau, etc. Donc, de pouvoir avoir un maximum d'informations sur ton habitat. Alors, c'est très intéressant parce que plus tu places de capteurs dans ton habitat, plus tu es informé de ce qui se passe. Donc, il y a vraiment une notion de sécurité. Il y a aussi une notion de personnalisation de ton habitat parce que en fonction de la température, le radiateur va s'adapter. Donc, c'est aussi très écologique parce que ça va permettre de surchauffer. Tu sais, quand tu laisses ton radiateur allumé, puis après tu reviens et en fait, il fait très chaud, donc la température extérieure a augmenté. Donc finalement, tu vois, là en l'occurrence, tu vas pouvoir adapter, couper au bon moment. S'il voit que tu n'es pas là, s'il connaît tes habitudes, ben, tout d'un coup, il va pouvoir remonter la température avant que tu arrives parce qu'il se localise avec ton GPS. Donc il y a plein d'éléments avec ces capteurs qui sont intéressants et qui vont permettre de faciliter ou en tout cas d'apporter une vraie intelligence dans ton habitat. D'accord, mais encore une fois, c'est intégrer un maximum de capteurs. Alors, c'est pas nouveau. Si tu es déjà au fait de Google Home, moi j'ai installé Google Home parce que j'ai les ampoules Philips Hue à la maison. J'en ai beaucoup. Et avec Google Home, on peut tous les paramétrer. Mais Google avait acheté Nest à l'époque. Et Nest s'est intégré un maximum de capteurs dans ton habitat. Donc, c'est pas nouveau. Ce qui est intéressant avec Ikea, c'est que d'abord, c'est un super rapport qualité-prix. Mais en plus, on voit qu'ils vont vraiment, c'est-à-dire là, ils sont dans une stratégie d'intégrer un maximum de capteurs. Et ces capteurs, comme ils sont bon marché, on va pouvoir les intégrer. Ça va permettre des fonctionnalités, certainement de dialoguer avec des produits qu'ils proposent aussi à côté. Et aussi de rajouter donc des éléments périphériques qui pourront communiquer avec ton intelligence artificielle. Encore une fois, plus il y a de données, de data qui sont transférées à l'intelligence artificielle, plus elle est capable de te répondre spécifiquement. Donc là, c'est vraiment un élément que j'avais pas forcément, sur lequel j'avais pas forcément appuyé dans mes épisodes précédents de mes bricolos, sur lequel je m'étais pas forcément arrêté, si vous voulez, dans l'épisode précédent de mes bricolos. C'est-à-dire, je parlais d'incarnation de l'intelligence artificielle et ça reste vrai. Mais il y a aussi à côté de ça tous les objets du quotidien qui vont commencer à intégrer un maximum de capteurs pour comprendre l'environnement et pour alimenter au maximum l'intelligence artificielle. Donc moi, je pense que on va aussi vers ça et c'est très intéressant de voir Ikea qui propose toute cette gamme de capteurs parce que ben voilà, on va vers un avenir où tous les objets vont intégrer de plus en plus de capteurs, de plus en plus d'éléments périphériques. Et ces capteurs vont permettre à l'intelligence artificielle de comprendre vos habitudes
et à quand vous aurez un fauteuil ou un canapé qui va savoir combien de temps vous êtes resté assis, à quel moment vous êtes assis, votre variation de poids, parce qu'il va être capable de comprendre la masse, etc., etc. Enfin, je dis ça, mais on peut aller très 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 loin. C'est pour vous expliquer des scénarios d'usage. Donc en tant que designer créateur, c'est vrai que ce sont des choses qu'on peut commencer à prendre en compte. Réfléchir sur l'incarnation de cette intelligence artificielle, réfléchir sur l'intégration des capteurs, mais après ça implique aussi toute une réflexion d'éthique, toute une réflexion de qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, pourquoi on veut le faire, etc. Donc voilà, petit épisode de mes bricolos. Putain, 25 minutes, mais c'est pas possible. Pourtant, quand j'ai commencé, je me suis dit, il n'y a pas grand-chose à dire, mais finalement, regardez. Mais c'est une discussion, c'est un échange, encore une fois, là, quand on discute ensemble, on est dans une situation, il y avait un mec, il avait mis un commentaire, je pense que c'était un peu pour être critique, la scepticisme électrique, pour dire ouais, mais le mec il parle, mais c'est comme s'il était, c'est une discussion de potes, mais c'est exactement ça en fait. Il a complètement raison, c'est-à-dire que on est dans une discussion, et on essaie de comprendre, on regarde les articles, on analyse ensemble, et après ce qui est très intéressant, et c'est pour ça aussi que cet épisode était intéressant, c'est parce qu'il y a plein de commentaires, on donne des avis, on réfléchit, et on essaye de comprendre, et on essaye d'avoir un regard critique, un peu comme ce que j'ai eu avec Ford et l'intégration des déchets organiques d'Olivier dans le véhicule. Donc voilà, maintenant on se retrouve dans les commentaires, comme ça vous me dites ce que vous en pensez. Je vous laisse donc avec les vidéos qui s'ouvrent à droite et à gauche comme prévu, si vous voulez aller continuer à regarder un petit peu tout ça. Et puis pour ceux qui sont encore pas abonnés, mais que vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin, c'est le moment de cliquer sur ma petite tête qui s'ouvre en bas. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Salam à tous, bye.